cher Tag, c'est encore à toi? Ben oui, mais c'est à vous, et c'est aux auditeurs. On débute avec Kim. Snake, Igor Chernyshov et Alexander Zverev, 2 joueurs repêchés début deuxième ronde. Je sais que les deux n'ont peut-être pas le même style de jeu, mais lequel, selon vous, va avoir le plus de succès dans la LNH? C'est vrai qu'il y a des parallèles entre les deux joueurs qui auraient très bien pu sortir en première ronde. Moi, je les avais en milieu première ronde, les deux. Peut-être dû au fait que parfois, tu sais, le facteur russe, c'est pas juste la peur que les joueurs viennent pas jouer. C'est plutôt aussi que, dans certains cas, on n'est pas trop sûr de l'évaluation qu'on va faire des joueurs parce que les jeunes joueurs ont très peu de temps de glace, surtout quand ils jouent dans la KHL. Alors, c'est peut-être ça qui fait en sorte que c'est plus difficile de les évaluer que si Chernyshov et Zverev étaient venus jouer au hockey junior canadien. Ceci étant dit, moi, je crois que, oui, Chernyshov, il va avoir un rôle extrêmement important sur le top 6 des Sharks parce que c'est un gars qui est extrêmement fort physiquement. Il a un coup de patin puissant. Ouais. Il est capable de marquer des buts. Puis ça, une équipe championne se doit d'avoir au moins un joueur comme ça. Zverev, c'est un joueur qui est plus de finesse. Peut-être c'est le gars qui avait les meilleures mains du repêchage l'année passée. En ce moment, il n'est pas très, très gros, mais je pense que ça, il va prendre un peu de poids. Mais est-ce que ça va être un joueur aussi, mettons, si on peut dire, épeurant que Chernyshov a affronté? La réponse, c'est non, pas physiquement, mais il est plus habile. Alors, si tu parles de succès, regarde, ça dépend ce dont ton équipe a besoin. Mais si tu parles en termes de points, je pense que Zverev va avoir plus de points. OK. Zverev fabrique plus de jeux, j'ai l'impression aussi. Oui. Il fabrique plus de jeux, alors que Chernyshov, c'est plus un gars qui va réagir au jeu que Celebrino a préparé quand il a joué avec lui pendant quelques matchs. Alors oui, c'est deux joueurs différents. Je pense que Zverev va avoir plus de succès, mais Chernyshov, je ne cracherai pas dessus dans mon équipe. OK. Terence Xu. Salut Snake. As-tu quelconque doute que la loterie dans la LNH et la NBA soit manipulée pour des raisons financières ou pour le storyline? LeBron James à Cleveland, Patrick Ewing à New York, Derrick Rose à Chicago, Crosby à Pittsburgh, Lafrenière à New York, Bédard à Chicago. Le tout me semble trop beau pour être vrai. Quel est ton avis? Oui. Moi, je pense pas qu'il y a de la manipulation. Il n'y a pas une firme, d'ailleurs, qui supervise ça? Oui. Mais je sais d'où c'est parti, cette histoire-là. Ah oui? Puis en même temps, je vais faire une parenthèse. On donne des exemples. LeBron James à Cleveland, Lafrenière à New York, Crosby à Pittsburgh. C'est sûr que peu importe qui va être choisi premier, il y a presque toujours une raison pour dire « Ah, la Ligue voulait ce joueur-là. Ouais. Pittsburgh, la franchise était en péril. Lafrenière, c'est le Big Apple. Connor Bedard, c'est une grosse ville. Mais Lafrenière, c'était pas l'année non plus de McDavid ou de... Non, mais on en parlait beaucoup. D'ailleurs, parlons des Oilers. Oui, c'est ça. Excuse-moi. McDavid, c'est là je m'en allais. McDavid à Edmonton. Il y en a eu combien des premiers choix à Edmonton en plus? Là? Oui, puis surtout, McDavid à Edmonton. Est-ce que la Ligue voulait vraiment McDavid à Edmonton? Donc, pour moi, non. Il n'y a pas de manipulation. Mais d'où c'est parti, cette histoire-là? En 1985, il y a M. Terrence mentionne Patrick Ewing. Patrick Ewing, à l'époque, était un des grands espoirs de l'histoire du basketball. Oui. On parlait de lui peut-être comme du prochain Michael Jordan ou Karim Abdul-Jabbar. Et là, il y avait eu du tanking qui avait été fait par des équipes, dont les Rockets de Houston qui avaient tanké 2 ans de suite pour aller chercher des joueurs. Et là, on s'est dit, oups, on arrête ça, on va faire une loterie. Mais la première loterie, vous irez sur YouTube voir ça, 1985 NBA Draft, c'était pas avec un boulier, c'était des enveloppes. Et là, tous les clubs éliminés avaient une chance égale d'avoir le premier choix. OK. Et c'était pas une question de, ben là, il y a 25 14 non, c'était des enveloppes. Et là, on tournait le baril. Là, imagine-toi comme les plus vieux verront, là, les concours à la télévision dans les années 70. Les là, plus vieux verront. Tu pigeais une enveloppe. Allez voir ça sur YouTube. Et là, il y avait une théorie du complot qui était sortie. Il y en avait 2, en fait. La première disait, parce que Ewing à New York, c'était idéal pour la Ligue. Ouais. Idéal. Et là, la première théorie du complot était qu'une des enveloppes, les coins avaient été Plié. pliés et que la personne qui pigeait avait tâté
parce qu'on la voit, la personne, elle tâte un peu et elle pige l'enveloppe. La deuxième théorie du complot, mais qui était encore plus hilarante, mais qui ferait du sens, si on veut embarquer là-dedans, s'il avait voulu le faire, on a dit que l'enveloppe de New York avait été mise dans le congélateur. Ah non. Ben Elle est oui. plus froide. Alors là, imagine-toi, tu piges, là. C'est Ouais. facile. Il y a une enveloppe qui est froide. Ouais. Ça, c'est les deux théories qui étaient sorties. Crime, je vais essayer ça pour le pool de hockey. Et ça fait 40 ans que chaque loterie, on dit toujours, est arrangée. Mais tu sais, il y a toujours une raison pour dire qu'une loterie est arrangée. Parce qu'il y a toujours une raison pour Ouais. envoyer un joueur en quelque part. Non, mais pour les poules, avoue, là, que celui qui Oui. organise le pool. Et Ben c'est oui, vrai. c'est met tellement le une billet bonne dans le idée. congèle, là. Wow! Et là, je viens de montrer à bien du monde comment tricher. Grâce à toi. Fait que c'est ça ma réponse. Je vois rien d'arrangé là-dedans. OK. Mais je voulais donner l'origine des théories du complot. Alex Gagnon. Bonjour Snake. Quels sont les overagers pour le prochain repêchage qui t'ont tapé dans l'œil jusqu'à maintenant cette année? Toi qui es traducteur, est-ce qu'on Oui, a une les traduction pour ça? overagers, ça serait des joueurs qui finalement... Il y a Nés sur le tard? est longue de, non, c'est long de même. C'est long de même, la Ouais, mais traduction. par souci du C'est que, français. oui, ouais. ce sont des joueurs ignorés lors de repêchages précédents. OK. Parfait. Un peu comme Bryce Pickford l'année passée. Oui. Je t'avoue qu'en ce moment, et il y a eu un autre joueur qui a joué pour le Canadien, qui avait été quand même un choix de première ronde après avoir été ignoré 2 fois au repêchage, Tanner Pearson. OK. Il avait été choisi 30e. Tu sais, ça n'arrive pas Mark souvent. Strite. Oui, lui, il avait été repêché Avec le Canadien, à 20 ouais, années, ouais. c'est ça. Regarde, je vais te dire en ce moment, Alex, en ce moment, à prime abord, autant comme l'année passée, je voyais Pickford, à prime abord, il n'y en a pas. OK. Mais ça peut changer d'ici juin. Continue à écouter le podcast, puis je vais peut-être trouver un Pickford cette année. Raphaël Hervé Pinard avait été repêché plus tard. Oui, en 7e ronde, c'est ça. Il y en a à chaque année. C'est pas tous des joueurs de 18 ans qui sont repêchés, mais c'est très, très rare les histoires à succès. Il n'y a pas Ken Dryden, là, excusez, peut-être que je mélange deux histoires de gardiens, mais il était pas il est pas sorti plus Lui, tard. il a été repêché à Boston. Oui, Il a mais... été échangé après. Ouais. Oui, regarde, on va regarder Ken Dryden. Et dans ce temps-là, ici. le repêchage aussi, Ouais. là, c'était très différent. Oui, regarde, c'était le repêchage en 1964. Et Dryden, à l'époque, avait 17 ans. Ah, OK, il était sorti. Oui, Ouais. c'était dans les premiers balbutiements du repêchage. Pour ceux qui s'intéressent, le premier repêchage, c'est 1963. Et là, il y a eu toutes sortes, il y a eu une évolution. À un moment donné, là, il y a le mythe que le Canadien avait les 2 joueurs francophones. Écoute, c'est arrivé une fois ou 2. Ouais. Et c'est pas ça qui a fait gagner des coupes. On peut dire que le repêchage tel qu'on le connaît maintenant, c'est 1970. OK. Avec Gilbert Perrault, là, le repêchage est sous la forme qu'on connaît. De 63 à 69, c'était un peu un free-for-all. Et la loterie, dans ce temps-là, il demandait aux équipes, choisis un chiffre de 1 à 12. Ah, 8, tu l'as. Tu as gagné la loterie. Ben, il n'y a pas de loterie dans le temps. La loterie, encore là, commençait en 1995 dans la LNH. 95, la loterie Quand de la même, LNH. plusieurs années après la NBA. 10 ans après la NBA. C'est ça, mais il y avait eu, tu sais, l'histoire d'Alexandre Daigle, les Sharks Ottawa qui Ouais. se battaient pour la dernière place. Mais tu sais, dans le fond, tu sais, en tout cas, Toi, t'es contre, je le sais. moi, je compte ça parce que il n'y a pas de garantie qu'un premier choix va devenir une grande vedette. Oui, les 6 meilleurs marqueurs aux Olympiques sont des Ouais. premiers choix, je le Puis sais. moi, je chronique sur Slav demain. J'ai décidé. Donc, ce matin. Alors, régale-toi. Pour ceux qui écoutent le show ben là, ils vont être rendus à 6 h du matin si vous continuez avec l'extra. Là. Je chronique sur ce matin, puisqu'on va être mardi, je chronique sur Slav. Régale-toi. Et je suis unanime là-dessus. Je te garantis pas que je vais lire. Non, c'est pas vrai, je l'aime, Slav. Ben Hey, oui. je l'avais premier. Ouais. Pour les nouveaux auditeurs, là, en 2022, Slav, je l'avais Ça classé t'a pris premier. du temps, mais bon. Ben, ça m'a pas pris du temps, je l'ai classé premier. Ouais, t'en aimais d'autres. OK. Suivant. Je suis fatigant. OK, vas-y. T'es sauvé du naufrage cette année-là, Blablabla. 45 points en 43 matchs. dans la Ligue américaine. Oui, vas-y. Dominique Lantaigne. Salut Snake, ton commentaire sur les Pingouins et pourquoi ils ont gardé leur noyau de vedettes vieillissantes m'en fait réfléchir. T'es pas le seul, Dominique. Est-ce que tu penses que certaines équipes focusent à faire de l'argent en remplissant leur stade tout simplement et que la Coupe Stanley n'est plus ou moins importante? Si oui, est-ce que tu as des noms d'organisation? Moi, je pense aux Rangers, les Islanders ou les Kings qui ne font jamais de reconstruction. Regarde, c'est pour des motifs différents. Hein. Souvent, il y a des villes. Tu sais, le propriétaire des Sharks avait longtemps dit qu'il ne voulait pas de reconstruction. Ouais. Et à un moment donné, il a succombé à la tentation. Moi, je pense que le problème avec certaines villes, c'est qu'ils se disent
Si on fait une reconstruction, on perd nos fans pour 5 ans. Et il y a des marchés où les fans, c'est fragile, les fans. C'est fragile. Moi, j'y crois plus ou moins. Moi, je pense que les gens reviennent à un moment donné quand les équipes gagnent. Les Sharks cette année, le Shark Tank, le centre là-bas, a commencé à se remplir tranquillement, pas vite. Tu sais, c'est juste que c'est dormant. Alors moi, j'y crois pas à ça. Mais oui, il y a des équipes qui sont là pour, année après année, boucler le budget, faire un peu d'argent. Il y en a beaucoup au baseball comme ça, et qui se disent, regarde, the show must go on. On veut pas... Puis, en même temps, il y en a qui se disent, on est à 2 joueurs près de gagner. Tu sais, les Kings, c'est ça les Kings, là, ils ont l'air à penser qu'ils sont à jouer. Je pense qu'il y a beaucoup de... Les Islanders aussi étaient souvent Il y a beaucoup de pensées magiques là-dedans. Les Islanders aussi, on a fait des Mais je pense que Mathieu Darche, lui... Non, mais avant Darche, avant Darche. Mais lui, il s'est dit, garde, je vais leur dire qu'on est compétitif, puis on l'est, mais ça ne m'empêchera pas de regarder vers l'avenir. Dominique mentionne les Rangers, mais eux, il l'a fait en laissant aller Dobson. Ben, c'est ça. Ouais. Puis Dominique mentionne les Rangers, mais ils ont reconstruit, puis ils ont annoncé qu'ils allaient le refaire encore. Oui, mais c'est quoi? Là. Mais c'est-tu des vraies reconstructions? Ben, c'est parce que tous les joueurs veulent jouer à New York, fait que c'est bien trop facile. C'est ça. Là, ils sont allés chercher Panarin puis Fox. Ça n'a pas été long. Panarin et Fox, ça n'a pas été long à cause de ça. Ouais. Fait que, regarde, est-ce qu'il y a d'autres équipes qui pensent comme ça? Regarde, Ottawa reconstruit. On a vu qu'à date, ça a été comme ci, comme ça. Columbus, ils reconstruisent plus, ils reconstruisent plus. Mais je pense que l'exemple qui est donné par l'auditeur est bon. Les Kings, je pense, c'est c'est vraiment l'équipe qui représente le mieux vouloir faire des rentrées d'argent, faire les séries, puis après ça, croiser ses doigts pour gagner. Sébastien Auclair. Puis honnêtement, je pense que le Canadien pris Jeff Gorton, Kent Hughes, je pense que c'était ça. Ouais. Quel serait votre plan avec Adam Engstrom? Échanger Struble et ou Jacky, échanger Engstrom, attendre à l'année prochaine. Clairement, il domine dans la Ligue américaine et mérite un rappel ou une vraie chance dans la LNH. Moi, je pense qu'il mérite une vraie chance. Moi, je pense qu'il est meilleur que Struble. Jacky, lui, il a un certain rôle là, qu'on lui donne, mais c'est pas un grand défenseur, loin de là. Mais bon, il a un rôle, ça peut être un 7e, 8e. Mais il est temps qu'Adam Engstrom ait sa chance sur une 3e paire et jouer un 13-14 minutes. Moi, je pense que Jacky, c'est un choix de premier tour, là. Faut que tu y ailles. Penses-tu qu'ils vont encore ça? Oui. Oui. Faut que tu y ailles. Pourquoi ils l'ont renvoyé, Engstrom, s'ils ont donné une chance quand même? Il a été là plusieurs matchs. Oui. Est-ce qu'on joue ça peut-être un peu c'est parce que tu as Jacky et Struble en ce moment qui doivent passer au balotage. Là. Fait que tu achètes du temps. C'est sûr. C'est un anglicisme, hein? Acheter du temps. Tu donnes du temps. C'est gagner du temps. Ouais. Okay. Gagner du temps. Oui. Dominique Lacouleuvre Gamache. Hey, moi, j'ai hâte à Marc-André, le Boa, Saint-Amour. On va voir toutes les sortes de reptiles. Est-ce que notre hockey féminin a un problème de relève? Quand on voit la domination américaine du dernier match olympique et Caroline Harvey au sommet des listes d'espoir, on peut se demander si notre processus de développement est encore de calibre similaire à celui des USA présentement. Qu'en pensez-vous? Il doit y avoir un plus gros bassin aussi aux États-Unis, là. Oui, c'est parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a l'NCAA, le hockey féminin est très, très développé. Là, tu vas me dire qu'il y a des Canadiens qui vont jouer. Il y a des Canadiennes qui vont jouer. Il n'y en a pas autant, mais je t'avoue honnêtement, Dominique, que je ne suis pas au fait du hockey féminin. Alors, je peux pas... Puis déjà, on me pose la question des fois pour le hockey masculin. Je commence à suivre les gars. Excuse, je m'en ai éternué. Je commence à suivre les gars, moi, à partir du midget 3. Fait que si tu me poses des questions sur le hockey puis les développements, ça, j'ai un petit peu plus de difficulté, mais je pense que Mathias, tu as quand même une réponse. Le hockey de la NCAA, c'est très, très fort. Ils ont beaucoup de joueuses aux États-Unis de la NCAA aussi. Oui, là. Ouais. C'est très fort. Oui. Frédéric Bernard, vous avez piqué ma curiosité en parlant du Dream Team. Et comme le Snake va bientôt avoir son segment sur le OKC, qu'on a eu aujourd'hui, voici une question basket. Diriez-vous que la dernière médaille d'or de Team USA au basket se rapproche un peu d'un équivalent de la Dream Team, LeBron, Curry, Durant, etc., contre des pays offrant une compétition beaucoup plus féroce qu'à l'époque de la Dream Team? En tant que spectateur, j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant à regarder versus la Dream Team qui gagnait tous les matchs par plus de 30 points.
Oui, je suis d'accord avec toi, Frédéric, puis je vais faire un parallèle avec le hockey. Le Canada qui gagne, exemple, un tournoi comme la Coupe Canada en 1976, bien que les Russes avaient une très bonne équipe, c'est sûr qu'aujourd'hui, le Canada qui gagne la médaille d'or, c'est beaucoup plus valorisant qu'il y a 40-50 ans. Le Dream Team, ça remonte à 1992. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la première fois aux Olympiques qu'on acceptait les joueurs et basketteurs professionnels. Ouais. Et là, on était arrivé avec des joueurs absolument incroyables. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, des noms vraiment qui sont gravés dans l'histoire du basket. Mais c'est vrai que la dernière fois, tu sais, le basket s'est développé. La Grèce, l'Italie, la France, ils ont le Canada, ils ont des équipes de basket. Shai Gilgeous-Alexander, dont on a parlé dans l'épisode régulier, est un joueur canadien qui est un des grands joueurs de la NBA en ce moment. Donc oui, aujourd'hui, il y a plus de mérite. Cependant, le Dream Team, c'est toujours la première fois, moi, je trouve, qui est la plus glorieuse. On parle souvent de 1998, quand les hockeyeurs sont arrivés à Nagano pour les Jeux. Tu sais, c'est la première fois. Mais est-ce que l'équipe de 98 est comparable à l'équipe de 2026? Jamais de la vie. L'équipe de 2026 est beaucoup plus forte. Fait que c'est souvent ça qui arrive dans le cas. On se rappelle toujours des premières fois. Puis pas juste dans le sport. Ouais. Martin Desgagnés. J'ai vu récemment un journaliste réputé et une chaîne de sport dire que la réputation de Nick Suzuki était à la hausse et qu'il était présentement en tête pour remporter le trophée Selke. C'est toi, ça? Ben, je suis pas un journaliste réputé, puis je suis pas dans une chaîne de sport, de télé. Ah. On est sur une chaîne. On est dans une chaîne sportive moderne. J'aurais pensé que c'était toi. Ouais. OK. Il poursuit. J'aime bien Nick Suzuki offensivement, mais défensivement, à 5 contre 5, je ne vois pas un joueur élite défensivement. Yes, Martin. Si vous aviez le choix de mettre n'importe quel joueur de la Ligue sur la glace pour gagner une mise au jeu en zone défensive et empêcher l'équipe adverse de marquer, est-ce vraiment Suzuki que vous choisissez? Je ne crois pas qu'il fasse vraiment partie du groupe des Barkov, Taves, Bergeron. Qu'est-ce qui explique cette hausse de popularité selon vous? J'imagine que tu veux que je réponde? Bien, on va répondre tous les deux. Moi, je vais répondre qu'est-ce qui explique la hausse de popularité. Puis là, je vais faire abstraction de Nick Suzuki. Je vais parler d'un trophée comme le trophée Selke. Je trouve que, tu sais, c'est facile d'évaluer le gars qui gagne le championnat des compteurs. Ouais. Le meilleur défenseur offensif de la Ligue. Parce que c'est des choses concrètes. Le trophée Selke, là, tu sais, ceux qui votent pour ça, combien de matchs ont-ils eu de tous les joueurs et comment ont-ils vraiment focusé sur les habiletés d'un joueur d'attaque? Donc, souvent, on va y aller... Réputation. Avec des réputations. Puis, à un moment donné, tu te dis, comment ça fait que ce gars-là, ça fait 58 qu'il gagne, mais il n'a pas été si bon que ça cette année, quand tu le décortiques. Bien, ça devient un peu... Je dirais pas un vote paresseux, mais je dirais ça devient un vote... puis je blâme pas les gens qui votent, là. C'est difficile à évaluer. Et pourquoi Suzuki... Bien, il s'agit qu'une personne le dise... Puis là, à un moment donné, tout le monde le répète. Oui, Suzuki, Selke. Et surtout que le Selke, on essaie en même temps de regarder le nombre de points qu'un gars a offensivement. À la base, quand ce trophée-là est arrivé dans les années 70, il était donné à Bob Gainey et il avait été créé pour Bob Gainey, finalement. Bob Gainey, qui n'était pas un bon joueur offensif, mais qui était un super joueur défensif. Et là, de plus en plus, on s'est dit, on combine bonne prestation défensive à bonne prestation offensive. Puis là, on fait un genre de prorata dans une balance. Puis là, ça donne que Suzuki est la saveur de l'année. Mais ça répète quelqu'un d'autre. Es-tu prêt? Oui. T'es sûr? Oui, vas-y. Moi, je trouve que Nick Suzuki est largement surestimé défensivement. OK. Je le trouve que... Okay. Puis je trouve que t'es dur envers lui, que c'est un bon joueur offensif, c'est un centre numéro 1, mais je trouve que il mérite pas cette réputation-là d'être parmi l'élite de joueurs d'attaquants défensifs. Et toi, la hausse de popularité, d'après toi, tu es d'accord avec moi? C'est la réputation. C'est quelqu'un qui part ça, là, puis il a emmené tout le monde en bas. Ouais. Moi, je peux te donner une piste de solution? Pourquoi est-ce qu'il se retrouvait là? Bien, parce que, tu sais, dans le top 12 des centres que tu as fait la semaine passée, c'est qui qu'on met contre ces gars-là? C'est toujours Nick Suzuki qui va shadower ces trios-là. C'est lui qui est toujours matché. Il ne domine pas 5 contre 5 contre les meilleurs non plus. Ça. Non, exact, mais ce que je veux dire, c'est qu'il réussit quand même à les shutdown. Puis étant donné là, on va retourner en France un petit peu. OK, à les contrer. À les muter. Oui, mais est-ce qu'il est contre tant que ça? Oui. Puis tu sais, en même temps, à un moment donné, il faut se décider.
Si on dit que Suzuki est un joueur élite, ben c'est lui qui devrait être contré par les autres Puis en premiers même temps, centres. tu vois, on met Barkov, qui est un joueur élite. Tu sais, Tu sais, pourquoi c'est pas McDavid qui compte Suzuki? Pourquoi c'est pas McKinnon qui compte Suzuki? Pourquoi il faut que ça soit... Donc, Suzuki, si on dit qu'il est là pour contrer les gros joueurs de centre, donc il n'est pas dans l'élite offensive. Ouais. Sinon, c'est les autres équipes qui essaient de le Moi, contrer. je pense que le Selkie, là, il faut que ça aille à des gars comme Cirelli, par exemple. Plus. Ben oui. Oui. C'est sûr. Comme dans le temps, comme j'ai dit au début, c'était Bob Gainey qui le gagnait. Mais si, par exemple, un McDavid là, qui va avoir 3 points, mais le soir qu'il joue contre le Canadien, il joue contre Suzuki, il y en a 0. Suzuki, il a 0 points aussi. Est-ce qu'on peut dire que les deux centres ont Mais connu c'est que la je même trouve performance? que des fois, moi, défensivement, Ouais. il y a des oublis. Ça arrive. Je Ouais. trouve qu'il est pas... Il est bon. Il est correct. Regarde, c'est ça le numéro 1. Mais de là à le mettre dans cette phrase-là avec les Barkov, Taze et Bergeron, en plus avec son efficacité sur les mises au jeu, je peux pas. Mais on verra, il va peut-être le gagner. Il va puis, peut-être le devenir. Non, mais il va peut-être Ben, le une fois que gagner, tu gagnes le une trophée fois, cette là, tu année. le gagnes après, c'est Ah oui, facile. oui, là, oui. Puis là, je vais en entendre parler longtemps. Ouais. Dominique Hachek. Et mon Oh, Dieu. Dominique Hachek, tu sais. Bonjour, Serpent. Est-ce qu'on, oui, on, les Fafans, ne devrait pas parler à Jeff et Jeff pour Canadien. courtiser... Oui, Jeff Molson et Ouais. Jeff Gorton, on présume. Oui. Pour courtiser le premier pointeur en KHL, Sam Anas. D'ailleurs, oui, Samanas, dont la mère a été une des grandes gymnastes de l'histoire. Ananas? C'est pas un balado francophone, Mathias? Ouf! Regarde, Merci. Très fort. Sam Anas, qui est un gars qui a joué aux États-Unis, c'est un centre de 32 ans qui mesure 5 pieds 9. Il a joué 7 ans dans la Ligue américaine. Il a quand même eu une coupe de bonnes saisons, Je presque n'ai un jamais point entendu par parler. match. Mais c'était un joueur de la Ligue américaine. Alors, je dirais un peu, imaginez l'équivalent, mettons, Laurent Dauphin s'en irait dans la KHL. Ouais. Il pourrait lui aussi avoir les statistiques de Sam Anas. Mais est-ce qu'on parle de Laurent Dauphin en ce moment à Montréal, d'un possible joueur de la Ligue nationale? Puis maintenant, c'est un super vétéran. À Laval, il a sa niche. Et puis j'espère qu'il est bien payé parce que tu as besoin de gars comme ça dans une équipe. Ça va peut-être devenir le dauphin de Hannes dans KHL. Alors, la réponse est non. Et puis, je ne sais pas si Sam Anas va se faire offrir un contrat à un moment donné, mais je serais étonné qu'il y ait eu un Peut-être impact. dans une salade de fruits. On continue avec Simon Lerat. Ah, tiens, Simon Lerat, il arrive au bon Hey, moment, le lui, rat, hein? Oui, le rat, mon préféré. Bonjour le Snake. Lorsque vous abordez le sujet des espoirs américains, vous mentionnez que certains proviennent des high schools. Est-ce que ces joueurs jouent dans les high schools car ils sont moins talentueux ou est-ce seulement une question de date de naissance? Est-ce possible de trouver du talent élite dans les réseaux des high schools? OK. Ça c'est un sujet que je connais bien parce que je fais beaucoup de recrutement pour les Olympiques de Gatineau dans ces calibres de Dans les jeux-là. écoles secondaires. En Nouvelle-Angleterre et ailleurs. Bon. La structure de hockey américaine, elle est un petit peu différente de la structure au Canada. Au Canada, à partir du midget, oui, il y a du hockey scolaire, mais il y a également la Ligue Midget 3 où la majorité des joueurs jouent pour la même école. Ouais. On voit ça, le Collège Esther Blondin, le Collège Charlemagne, etc. Alors, puis après ça, le chemin, c'est la Ligue junior majeure du Québec et ensuite, bon, la Ligue nationale ou la Ligue américaine. Aux États-Unis, le hockey est très, très développé dans les écoles secondaires. J'irais plus qu'ici, parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle... Il y a du midget, mais je veux dire... Le midget 3, c'est ça. Puis là, dans les écoles secondaires, il va y avoir des joueurs de 15 à 18 ans, parce que le secondaire aux États-Unis, c'est 4 ans, et c'est l'équivalent... Le high school, c'est l'équivalent pour nous autres, disons, de secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5 et cégep 1. Exact. C'est ça aux États-Unis. Et là, les meilleurs s'en vont habituellement à 16 ans dans la USHL avec le programme américain, mais là, on parle de 20 joueurs seulement, qui après ça, à 17 ans, sont là. Et à chaque année, il y a une rotation. Tu sais, pas une rotation, mais il y a une nouvelle cuvée qui arrive. Donc, où vont jouer les autres? La USHL à 16 ans, c'est très difficile de percer les alignements. C'est une ligue qui est très défensive, c'est une ligue qui est très axée sur les vétérans. Alors, les high schools deviennent la solution. Le problème avec ça,
c'est qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui arrivent, mettons, à leur année de repêchage à 17 ans et vont avoir des statistiques absolument faramineuses parce qu'ils jouent contre des joueurs de calibre trop faible. Alors, vous allez voir parfois des gars repêchés en 4e ronde qui viennent du Minnesota et qui ont eu 114 points en 38 matchs. Très difficile de les juger. Ouais. La Ligue nationale, dans l'histoire, a eu un joueur de high school repêché au premier rang. C'est en 83, Brian Lawton. Ouais. Et ça a été un flop dans la LNH. Je pense qu'on a vraiment surestimé sa domination. On a mal transposé sa domination high school aux possibilités qu'il le fasse dans la LNH. Ceci étant dit, est-ce que du talent d'élite dans les réseaux de high school? Oui, il y en a, mais ces gars-là passent rapidement aux juniors. Sidney Crosby est allé dans un high school américain. Ouais. Vincent Lecavalier est allé. Puis là, on parle de joueurs canadiens. Louis Leblanc, il n'avait pas fait ça? Pardon? Louis Leblanc, il n'avait pas fait ça? Louis Leblanc, non. Louis Leblanc a joué 2 saisons de Midget 3. Il est allé dans les USHL. Là, on parle vraiment de high school. Ouais. Regarde, Will Zeller, c'est un espoir que j'aime bien, qui joue pour North Dakota en ce moment, repêché par Colorado et changé à Boston. Il a joué dans les high school. Ouais. C'est là que je l'avais vu. Mais il a été repêché en 3e ronde parce que c'était dur. C'est dur à juger. Puis là, on regarde les joueurs de high school qui s'en viennent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis on voit qu'il y a une période d'apprentissage. Les gars qui arrivent à 16-17 ans, ils ne défoncent pas tout. Et là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais quand on parle aux parents puis quand on parle aux joueurs, ils n'ont aucune idée à quel point le calibre de la Q est fort à comparer au calibre des high school américains. Ils arrivent au camp d'entraînement, puis wow! OK. Alors et puis je pense qu'aux États-Unis, les Américains surestiment la qualité de leur hockey d'école secondaire. Okay. Nicolas Leblanc, est-ce que Patrice Bergeron est un centre superstar ou centre numéro 1 dans un club champion? Je réponds. Vas-y. Quand Patrice Bergeron était sur la glace, Simon allait chercher une bière, la consommait au comptoir et s'en recommandait une deuxième. Patrice Bergeron, c'est un... Ah oui. C'est une exception. Tu étais sous au match des Bruins, toi. C'est une exception. C'est un gars qui a... Regarde, il a gagné la coupe. Il a joué avec Pasternak. Il a joué avec Brad Marchand. Je l'ai dit à quelques reprises. Oui. Quand j'ai couvert la finale de la Coupe Stanley à Boston, j'étais dans un resto-bar avant le match. Puis le nombre de fans des Bruins qui avaient le chandail de Bergeron, c'est un des moments dans ma vie, là, puis il y en a eu quelques-uns, où j'étais vraiment fier d'être Québécois. Oui. Je vais conclure là-dessus en disant Suzuki, c'est peut-être un sorcier, mais Patrice Bergeron, c'est un chirurgien. T'allais-tu chercher une bière? Patrice Bergeron? Oui. Je m'excuse. Oui. Je m'excuse à Patrice Bergeron et à ses proches et à ses amis qui peut-être nous écoutent. Je m'excuse. Ben, au moins, tu as fait faire de l'argent en concession. Stéphane Lacasse, une question pour Simon. Comment tu évalues les différentes ligues 3A? Un jeune Saguenayen, Christophe Chabot, s'est exilé en Ontario à Hill Academy. Il a 47 buts, 89 points en 48 matchs. Il aura 15 ans en avril. Est-ce qu'il pourrait revenir dans le midget AAA l'an prochain ou c'est la USHL à 16 ans? Bien, regarde, c'est à son choix. Il va avoir 15 ans en avril, donc l'année prochaine, oui, il pourrait jouer dans le midget 3A. Dans les USHL, non. Il n'y a pas de joueur de 15 ans dans les USHL. Donc, les possibilités, c'est qu'un joueur comme ça demeure dans son école secondaire ou s'en vienne au midget 3 québécois. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui s'exilent à l'adolescence et qui poursuivent dans les écoles secondaires, soit canadiennes ou américaines, et qui sont observés par la LHJMQ. Ils sont notés. On les note, nous autres, ces gars-là, mais est-ce qu'ils veulent revenir ou pas? Ça dépend. Il y a des parents qui veulent les laisser aux États-Unis dans le but de déjà être au pays puis être recrutés par la NCAA. Mais même s'ils sont dans la queue, ils vont l'être. Là. Il y a des recruteurs de la NCAA ici. Et il y a des agents aussi qui les incitent à ça. Regarde, il y a une genre de tendance là, à s'exiler, à ne pas jouer au hockey mineur au Québec.
Je ne sais pas ce qu'il va faire. Honnêtement, je ne connais pas Christophe Chabot. Ouais. Il y a 14 ans, il joue dans un high school d'Ontario. À un moment donné, je ne peux pas tout savoir. Là. Ben, là. Mais c'est sûr que 89 points en 40 matchs, il faut respecter ça. Et l'année prochaine, à 15 ans, c'est l'âge où je commence à regarder les joueurs et je vais le suivre. Question, le jeune, est-ce qu'il est obligé de jouer au Saguenay, au Québec? Ça dépend de l'adresse de résidence de ses parents. Alors, si ses parents sont au Saguenay, il faut qu'il joue pour les élites de Jonquière. Es-tu en train d'ouvrir une porte pour la prochaine question? Non, mais voilà, ça l'ouvre quand même. Joël Bergeron, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, moi aussi. Et j'ai remarqué que peu de joueurs dans ma région ont réussi à percer la LNH. Tu Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, je suis né à Chicoutimi. Pag? Ouais. Pag, tu viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean? Oui, tu savais pas. Je l'ai dit j'ai mon quelques voyage. fois. C'est parce que tu l'écoutes pas quand tu parles. Ah oui, il nous l'a dit? Oui, il nous l'a dit. Mais il s'en est pas vanté trop, par exemple. Ben, j'ai déjà fait un épisode avec un chandail des Sags. Oui, Oui, mais je me quand rappelle. même, tu sais, Ouais. toi, Ouais, ouais. tu mets des chandails des Sharks puis tu viens pas de Ben, San Jose. de Coastal Tu viens du Carolina. Saguenay, Non, mais Lac-Saint-Jean. Coastal Carolina. là. Ah ben, j'ai mon voyage. Très fier. Alors voilà. J'ai Ça me remarqué que... rappelle une scène de... Non. De Louis de Funès. Ah, Louis de Funès, encore un autre référence Ah non, de on gens vient de de perdre 60 ans. 85% de notre Ouais, ouais. histoire. Mais quoi qu'avec YouTube, maintenant, les jeunes, quand vous nous entendez mentionner des noms barbares là, du passé, allez sur YouTube maintenant. Nous Louis de autres, Funès. nous autres, on n'a pas cette chance-là. Quand mes parents me parlaient des gens des années 1930, j'avais aucune idée c'était qui, puis je savais pas où aller chercher. Allez voir Louis de Funès et Salomon. C'est une scène tordante. OK. Après l'épisode. Oui. Hein? Oui. Alors voilà, je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'ai remarqué que peu de joueurs dans ma région ont réussi à percer la LNH malgré notre... Joël Bergeron, c'est-tu ton burner, ton compte? Ah, c'est ça. Ben oui, ton burner. Voilà. J'aurais pas de Et misère. Jean-Philippe Tremblay, le prochain aussi. Ah oui. C'est toutes des questions de PAG, finalement. Malgré notre population de plus de 100 000 habitants, nous avons eu quand même de très bons joueurs comme Mario Tremblay, Michel Goulet, Jean Rattel, mais les trois viennent du Lac-Saint-Jean. À titre comparatif, Rouyn-Noranda et Sorel, qui sont deux plus petites villes, ont produit plus de joueurs que le Saguenay. Même dans la LHJMQ, peu viennent de la région, et ce, malgré la popularité du hockey. Est-ce que ce serait à cause d'un mauvais programme de développement ou serait une question de génétique? En tout cas, il y en a peut-être 100 000 au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y en a un sur Mathias et le Serpent. Ça, c'est de la génétique. C'est une question intéressante que Joël pose parce qu'il y a quelqu'un qui me l'avait posée en privé. Une connaissance me l'avait posée en privé il y a quelques mois et je m'étais renseigné. Puis, moi, on m'a dit, il n'y a pas de problème de développement, il n'y a pas de problème d'incompétence. Il n'y a pas de problème de génétique non plus. Il n'y a pas de problème de génétique. L'affaire, c'est qu'il y a 100 000 habitants. Sur la planète hockey maintenant, par rapport aux années 70, alors qu'on nous parle de Goulet, Tremblay, Rattel, là, par rapport à la planète hockey, le Saguenay-Saint-Jean devient plus petit. C'est pas moi où il y a une époque où le patinage, puis peut-être même encore aujourd'hui, le patinage courte piste, c'était le bastion. Puis avec cette population-là, il y en avait plein qui venaient de là, où je me trompe. Non, t'as raison. Puis il y a Raphaël Harvey-Pinard qui... Toi, Pat, t'en penses quoi? Je sais pas jusqu'à quel âge tu as vécu là, mais qu'est-ce que tu penses du hockey mineur J'ai au vécu Saguenay? là trop jeune, honnêtement, pour dire quoi que ce soit là-dessus. Okay. Tu as pris la nationalité montréalaise? Mes parents l'ont pris pour moi. Ah, ouais. Jean-Philippe Tremblay, premier segment la semaine dernière. Snake nous explique qu'il n'écoute pas le hockey pour le divertissement, mais principalement pour l'analyse. J'adore Jean-Philippe. Et c'est pour ça qu'il ne regarde pas les Olympiques. Deuxième segment, Simon nous explique qu'un vrai centre numéro 1 pour lui, c'est un joueur spectaculaire qui nous fait lever de nos sièges. Ce sont une vraie contradiction ambulante. Ce sont deux segments qui se contredisent complètement pour moi. Jack Hughes, il y a 4 ans, était clairement un centre numéro 1, mais depuis 3 saisons, il produit au même rythme que Suzuki, en plus d'être loin derrière Suzuki défensivement. Ça, c'est une affirmation gratuite. Oui. Continue. Snake parle toujours de l'importance d'évaluer un joueur en série pour bien évaluer un joueur, mais son critère numéro 1 pour classer les centres numéro 1 de la Ligue, c'est le spectaculaire, ce qui est la caractéristique d'un joueur qui disparaît le plus en série. Pas nécessairement. Donc, je ne comprends absolument pas en quoi l'aspect spectaculaire est aussi important pour déterminer ce qu'est un centre numéro 1 dans une équipe championne. Ça ne te tentait pas de la choisir dans l'épisode régulier, celle-là? Tu Ben voulais non, la mettre discrètement? non, mais j'y ai un peu répondu dans l'épisode régulier. Je te taquine. Dans l'épisode régulier, Jean-Philippe, j'y ai un peu répondu. C'est sûr que je l'ai échappé un peu avec l'idée du spectaculaire, mais spectaculaire
n'empêche pas nécessairement d'être efficace. Spectaculaire n'empêche pas d'être un joueur qui paraît en série. Moi, mon idée de spectaculaire, c'est un joueur que tu remarques, c'est un joueur qui contrôle le jeu. Est-ce que nécessairement, tu sais, un gars comme Leo Carlson, est-ce qu'il est nécessairement spectaculaire? Il y a un côté spectaculaire, mais c'est surtout le fait que quand il est sur la glace, ce sont des gars qui contrôlent le jeu. C'est un gars qui ont beaucoup la rondelle. Jack Hughes, il veut la rondelle, il fait des jeux. Mais, tu sais, moi, je trouve que Suzuki, on le voit moins. Moi, j'ai comme l'impression que Snake va lâcher la bière, va commencer à boire du vin. Va devenir un... Ouais. Une bouche. Ouais. Un sommelier. Ouais. Fini la bière. C'est ça. Alors, dans l'épisode régulier, j'ai répondu, Jean-Philippe, Non, je te taquine, tu le sais. c'est ça. Mais j'adore le fait de m'avoir remis sur le nez la contradiction de spectaculaire, puis les Olympiques ne m'intéressent pas, alors que les Olympiques, il y a des spectaculaires. Cependant, je vais mettre un bémol. Dans les 24 matchs, je crois, du tournoi olympique, c'est 24 ou 28, je ne sais pas, combien vont être si excitants que ça? Ou ont été si excitants que ça? Fait qu'à un moment donné, tu sais, la première ronde, là, ça n'a pas... en tout cas. Un joueur qui est complètement à l'inverse de tout ça serait Tom Wilson, tu sais. Qui est hyper spectaculaire en série, mais juste parce qu'il est spectaculaire en général, mais que... C'est un autre genre de spectacle. Un chasseur de tête. Ouais, c'est un autre genre de spectacle. Ouais. Ah, une question pour Pag. Bob Absolute. Selon vous, à quelle année d'une reconstruction d'une équipe serait-il idéal d'amener un gardien de but élite? Amener un gardien de but élite, ça veut dire quoi? Bon, dans le cas de Tampa, ils l'ont repêché et développé. Dans le cas, mettons, de Colorado, ils sont allés chercher Darcy Kemper. L'année où ils ont gagné la Coupe. Là, on est allé chercher Mackenzie Blackwood en espérant gagner la Coupe cette année. Alors, amener un gardien élite, je pense que si tu le développes, puis ça donne à être dans la tranche d'âge de ton noyau, exemple, mettons un Jacob Fowler, s'il devenait un joueur élite, ça, c'est parfait. Sinon, moi, je te dirais, genre, le maintien, ça fait longtemps que je disais sur ton blog, Mathias, c'est la dernière chose que tu vas chercher. Ouais. La dernière, parce que les gardiens, c'est toujours un peu un pile ou face, là, en général, à part les Price, Vasilevski. Et c'est toujours mieux de monter ton équipe avant, puis à la dernière minute, boum, ce que l'Avalanche a fait avec Darcy Kemper. Ou Aiden Hill à Vegas, par exemple. Oui, mais là, eux autres, c'est l'apothéose de lancer des dards. Aiden Hill, franchement. Oui, c'est vrai. Ernest Gulbis. Y a-t-il une référence culturelle que je connais pas? C'est un ancien joueur de tennis professionnel. Okay. Et je crois que c'était un participant du blog de Mathias. Oui, je pense que oui. Je reconnais. Ouais. Et c'est la dernière question d'ailleurs. Salut Mathias, peux-tu nous raconter l'histoire des gants de Marian Hossa? Avec plaisir. Vas-y. Écoute, c'est une histoire qui m'a fait mal paraître et dont je me suis fait, taquiner. Là, ça s'est calmé depuis que Pierre Gervais a confirmé l'histoire. Puis, quand même, j'ai pas été chanceux non plus. À une époque, Marian Hossa, évidemment, était à échanger. On se bat, il y a une lutte pour une surenchère pour ses services. En 2007. En 2007. Hossa est à Atlanta. Oui. Puis, tu as Pittsburgh, tu as le Canadien. Et là, tu as la date limite des échanges qui arrive. Et Bob Gainey, activement, est à la chasse de Hossa. Et j'ai écrit un article. Puis là, j'ai une information selon laquelle le fabricant de gants de la compagnie de Hossa, Warrior, a fait faire une paire de gants de Hossa aux couleurs du Canadien, au cas où il soit échangé au Canadien, puis il s'en vante à ses amis dans un vestiaire de hockey. Fait que ces gants-là, puis il faut savoir que le jour de la date limite des transactions, Atlanta joue contre le Canadien le soir. Donc, il aurait pu jouer pour le Canadien. Donc, il aurait pu jouer, mais il faut que les gants soient prêts. OK. Alors, moi, dans l'article, je dis, ça ne veut pas dire que c'est fait, mais c'est sérieux. Il y a Pittsburgh, il y a le Canadien, puis on a fait faire les gants au cas. Et finalement, au dernier moment, puis ça, Bob Gainey l'a dit plusieurs années plus tard, il dit, on avait une entente avec Atlanta, il s'en venait à Montréal, puis Don Waddell n'a pas respecté sa parole, puis il est allé à Pittsburgh. Est-ce qu'on sait contre qui? Non. Je
Ah, ben oui, Esposito. Armstrong. Non, est-ce qu'on sait contre qui? Le Canadien? Non, ça, je ne sais pas. OK. Mais Le Canadien aurait l'histoire donné. finit pas là. Jusqu'à là, ça va. Mais, puis c'est quoi les chances? Marianne a ça, un frère qui s'appelle Marcel. Marcel. Attends, là, attendez. Là. C'est là que c'est fou, je ne fais pas me défendre. Ah. Marcel joue pour les Rangers de New York. Puis là, je sais, vous allez dire que ça a l'air fou, mais tu sais, heureusement, j'ai eu Pierre Gervais, C'est les mêmes qui était le couleurs. gérant d'équipement. Ben, Marcel, lui, a fait faire une paire de gants bleu, blanc, rouge, puis il vient les ramasser au Centre Bell. Alors là, Pierre Gervais, lui, quand il est interviewé sur le coup, à ce moment-là, il y a une confusion. Fait que là, les gens se sont dit, « Hey, Brunet, c'est fourré de frère. Il s'est trompé, il parlait de... Non! Il y a eu des gants de Marcel, mais il y a aussi eu des gants de Marianne, mais qui ne sont pas rendus dans le vestiaire du centre. Mais essaie d'expliquer ça au monde. Ouais. C'est incroyable. Fait que donc, le Canadien était très proche d'acquérir Marianne. Je referai exactement la même chronique. Puis les gars de Marcel étaient bleu, blanc, rouge. Ben oui! Parce que c'était ben le oui! Rangers. Oui. Tu sais, il n'y a pas de danger qui joue pour les Bruins de Boston, les Sharks de San Jose. Ouais. Fait que voilà l'histoire des gants de... Mathias, tu joues encore le hockey le midi des fois? Ouais. Andy Maillé-Pressoir est représentant pour Warrior. Ouais. Tu pourrais y parler de ça aussi. Écoute, c'est une vieille histoire, puis le gars, il sait évidemment qu'il... Tu sais, il aurait pu... Je sais pas si c'est encore là, puis je vais pas le nommer, mais il aurait pu perdre sa job avec son indiscrétion, là. Ouais. Fait que, non, ça a été... Puis je me suis fait vraiment... Encore aujourd'hui, je me fais taquiner. Au début, c'était plus Oui, quand tu violent. as commencé ton blog, lorsque tu faisais un commentaire, mettons, où tu pondais un Ouais. article que les amateurs n'aimaient Ouais. pas, il y avait toujours un Ouais. qui t'amenait. C'est-tu comme les gants de Marianne Ouais. en voulant dire que C'est ça. je donne une fausse information? C'est ça. Puis encore, là, c'est moins souvent, mais récemment encore, je l'ai Ah, dit. ouais. Mais là, c'est pour me taquiner, OK. avec un Ouais, petit clin ça d'œil. fait presque 20 ans. Ouais. là. Fait que merci, Ernest, de poser la question. C'est tout. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Ouais. Parfait. Ben, je suis pas habitué de répondre à la dernière question, fait que là, j'ai oublié Ah, de tout conclure. seigneur, tout honneur, je l'ai gardé pour la fin. Parfait. En Bye, espérant tout le monde. qu'on n'ait pas assez de temps pour y répondre. À la semaine prochaine. J'espère qu'elle va aller en extrait, celle-là. Sérieux, Ouais, pour c'est les noté, en derniers, tout cas. là. C'est noté. Merci.